Bien, chers amis, merci. Nous reprenons les débats. Deuxième table ronde. Là, nous allons travailler davantage sur les organisations, sur le management. Et j'appelle pour l'ouvrir David Nakache, le professeur David Nakache, qui est notamment professeur à Normal Sup et qui est donc le titulaire de la chaire Droit et expertise judiciaire en informatique du MBA. David Nakache, merci de monter et nous allons ouvrir cette deuxième table ronde qui après viendra sur scène. Merci beaucoup, mon général. Merci pour l'invitation. Alors, cet exposé va être un exposé assez technique. On a parlé juste avant de l'action, et l'action demande des moyens. Il y a eu notamment une question qui était sur les moyens, qui était adressée au panel précédent. Et donc, je vais essayer de vous brosser un petit peu un tableau rapide des algorithmes, des méthodes, de ce que nous utilisons, de ce que nous développons, avec quelques exemples de ce à quoi ça peut servir, notamment dans le domaine de la défense et dans le domaine du maintien de l'ordre. Donc, je dirige un petit groupe de doctorants et des chercheurs à l'école normale. C'est le groupe de sécurité informatique. On a historiquement un grand groupe qui s'occupe de cryptographie, qui est géré par David Poincheval, alors que les gens chez moi s'occupent plus de tests de pénétration, d'analyse de sécurité des systèmes et véritablement de la manière pratique d'essayer d'arriver à des résultats plutôt que d'aspects stratégiques dont il a été plus question avant moi et dont il sera plus question après. Alors tout d'abord, concernant le chaos, c'est le titre de ce colloque. Donc comment se prémunir du chaos? Alors, il y a ici une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que si on se réfère au chaos du point de vue scientifique, c'est-à-dire en parlant de ce qu'on appelle l'entropie, une notion qui a été introduite en 1824 par Sadi Carnot, eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'arrivera jamais à se débarrasser du chaos. C'est-à-dire que l'entropie d'un système, lorsque l'entropie d'un système diminue, celle de son milieu extérieur augmente. C'est-à-dire que globalement, lorsque vous créez des glaçons chez vous, vous allez créer une quantité de chaleur qui est bien plus grande que ce qui est nécessaire pour faire fondre vos glaçons. C'est-à-dire que vous avez introduit, l'univers va vers de plus en plus de chaos. Donc le câblage qui se fait dans vos cerveaux, l'ordre que vous essayez de faire respecter en mettant tous des uniformes bien identiques les uns aux autres, et bien malheureusement, du point de vue naturel, n'est qu'une étape vers un chaos encore plus grand. C'est ce que nous dit la théorie physique. Alors ça, c'est quelque chose qui a perturbé, durant des décennies, de nombreux chercheurs, non seulement en sciences exactes, mais aussi en sciences sociales. Donc je vous invite de lire, si cela vous intéresse, les travaux d'Emil Meyerson, qui essayait de concilier ces notions physiques d'augmentation du chaos global avec la volonté de créer de l'ordre, et surtout de quelqu'un qui s'appelle Sergei Podolinsky, qui était extrêmement perturbé par le fait que les théories de Marx et le communisme prévoyaient que la société va inéluctablement vers le progrès et l'ordre, alors que la physique prévoyait que la société allait vers le chaos qui augmentait de plus en plus. Alors, cette introduction étant passée, et la mauvaise nouvelle délivrée, je vais vous donner la bonne nouvelle. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que malgré le fait que le chaos est inévitable, eh bien, vous pourriez, durant des longues années, justifier et gagner votre salaire en essayant de le créer localement. D'accord ? Donc, vous avez du travail assuré pendant des années à essayer de, dans votre sphère, dans votre milieu, créer l'ordre et combattre le chaos localement. Alors, quels sont les outils et les techniques et les directions de recherche auxquelles on s'intéresse? Donc, je vais essayer de passer en revue très rapidement quelques directions de recherche et d'outils. Et c'est vraiment une sélection faite pour le besoin de ce colloque. Vous pouvez venir me parler après le colloque ou utiliser l'adresse email qui est sur les transparents pour avoir un petit peu plus de détails sur d'autres programmes dont je n'ai pas le temps de parler ici.
Alors, typiquement, un travail que nous avons fait avec la chaire Castex de cyberstratégie, c'est un travail qui a été fait par mon doctorant Rémi Géraud, auquel je rends hommage ici, consistait à essayer de cartographier les cyberspaces pour essayer de caractériser les menaces. Alors, c'est un travail d'interface entre la géopolitique, la linguistique, les réseaux et les maths. Et l'étude devait pouvoir classer les cybermenaces à l'aide d'outils scientifiques et d'outils mathématiques. Alors, typiquement, les défis qu'on s'est pris dans cette étude-là, c'est d'identifier les communautés, c'est-à-dire savoir quelle est la personne qui dirige une communauté, leur dynamique, leur interaction, la concurrence. Aujourd'hui, vous voyez de la concurrence entre Daesh et Al-Qaïda. Reconnaître les individus dans leur rôle, dans le réseau de propagande, essayer d'identifier qui est connecté à qui. On verra ça juste après. Résumer les thèmes qui sont discutés au sein de ces communautés, représenter l'information d'une manière pertinente, de sorte à ce que les preneurs de décision puissent agir dessus. Donc, commençons par les communautés. Donc, l'idée ici, c'est de regrouper les individus par ce qui les lie ou ce qu'ils ont en commun. Donc, on va essayer d'appliquer des outils tels que l'algorithme de Louvain ou de la SVD, qui est un algorithme spécifique sur lequel je n'ai pas le temps d'élaborer en 15 minutes, mais pour essayer de comprendre comment est-ce que la sphère de ceux qui postent des choses, de ceux qui discutent, se divise entre des communautés linguistiques et à l'aide de ça, on va utiliser de la stylométrie. Par exemple, s'assurer que quelqu'un qui diffuse un message en arabe et prétendant d'être syrien, eh bien, du fait de sa manière d'exprimer, est effectivement un maghrébin parce qu'il utilise des figures de style que la machine pourra détecter. La similarité des comptes, savoir que... Alors, vous avez ce qu'on appelle l'anonymat, en anglais c'est l'anonymity, et vous avez ce qu'on appelle l'unlinkability. On peut appeler ça en français le non-rattachement. Alors, l'anonymat, c'est je ne sais pas qui est l'auteur ou qui est le détenteur d'un compte donné. Et le non-rattachement consiste à ne pas pouvoir lier deux messages sachant qu'ils ont été faits par le même compte. Donc, en fait, d'une part, première notion, on ne connaît pas votre identité. D'accord ? Deuxième notion, eh ben, on ne sait pas lier deux messages comme ayant pour origine la même personne, même si on ne connaît pas cette personne-là. Alors ça, c'est très important parce que ça permet de savoir qu'on a quelqu'un qui poste des choses sous des identités différentes. Et si on arrive avec des outils scientifiques à pouvoir s'assurer avec une certaine probabilité qu'il s'agit bien de lui, eh ben ça nous donne des outils extrêmement importantes. Alors on peut aussi travailler sur l'échelle du temps, c'est parmi les choses que je vais vous montrer maintenant, pour savoir que lorsque quelqu'un réagit, quelqu'un d'autre réagit, et donc savoir qu'on a ce qu'on appelle des facteurs cachés ou des diffuseurs cachés. Alors typiquement, c'est ça ce que vous obtenez lorsque vous faites ce genre d'analyse. Donc c'est ce que notre outil va nous permettre d'avoir. Donc c'est des relations entre communautés. Donc vous avez, vous voyez, une communauté avec quelqu'un qui est central, et ces communautés-là vont avoir des membres qui sont communs. Et ça, c'est obtenu à l'aide d'analyses automatisées de forums, de sorte à pouvoir savoir quels sont les points effectivement à traiter. Donc ici, sur ce diagramme-là, vous voyez que vous avez 4 points principaux. Si vous les avez traités, vous avez réussi à briser 4 communautés qui constituent pratiquement tout votre graphe. Pour obtenir ça, eh ben, vous avez besoin d'outils de classification, notamment ceux dont j'ai parlé avant, l'algorithme de Louvain. Là, ce que vous voyez, c'est quelque chose qui est encore plus intéressant peut-être, c'est ce qu'on appelle les battements de cœur de tweets et de retweets. Alors, de quoi il s'agit ? Vous avez une personne qui va tweeter un message. Et donc, au fait, il va dire, bah voilà, on vient de décapiter l'otage, voilà la photo. Et bien, cette personne-là, sur Twitter, est liée à une communauté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le connaissent, ou qui le connaissent, ou qui se sont attachés à cette personne. Et ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là vont recevoir le message et vont le retweeter à leur tour. D'accord ? Et puis, le réseau auquel sont connectés ces gens-là va le retweeter à son tour, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir, en fait, des battements de cœur, comme ça, d'accord ? Qui sont, en fait, la première vague du tweet, ensuite le retweet, le retweet, le retweet, le retweet. Alors, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ?
Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui est dans deux réseaux à la fois, c'est-à-dire supposons que moi je suis le décapiteur, et le général Vatin est la deuxième dans mon cercle, et le professeur Chénaud est dans le cercle du général Vatin. Donc moi, je vais être le premier, puis le général Vatin dans le deuxième, et le professeur Chénaud dans le troisième. Or, il se trouve que le professeur Chénaud appartient aussi à mon cercle, c'est-à-dire qu'il peut recevoir le message soit de moi, soit du général Vatin. Et notre but, c'est quoi? C'est bien entendu, en regardant les retweets qui apparaissent, essayer de déterminer qui est connecté à qui, et ainsi exposer les réseaux. Alors, une analyse statistique très fine, avec des modèles mathématiques, va permettre de faire ça, avec une très grosse fiabilité. Alors, on peut aussi, si on souhaite être plus sophistiqué, et si on dispose de moyens de renseignement, de faire aussi de l'adaptatif, c'est-à-dire de nourrir quelqu'un avec une information, de sorte à ce qu'il la retweet, et s'il accepte de la retweeter, on peut essayer de regarder où est-ce que cette information-là est allée. Alors cela est à moduler par plein d'autres facteurs pratiques, par exemple les fuseaux horaires. C'est-à-dire que quelqu'un peut dormir alors que c'est arrivé parce qu'il est sur un autre fuseau horaire, il est bien lié à celui qui tweet, mais tout ça, ça peut s'ajuster à l'aide de modèles mathématiques à ces fins. Les communautés linguistiques, anglophones, arabophones, traducteurs, des gens qui vont traduire d'une langue à une autre. Et donc, quand vous avez une diffusion d'un message, vous le traquez de manière automatisée, et vous savez non seulement quelle est son origine, mais vous pouvez suivre véritablement sa traduction, les commentaires sur ce message, et ça vous donne une cartographie qui vous permet encore une fois d'agir sur les gens qui l'ont diffusé. Donc ça aussi un outil de visualisation qui vous permet de un peu comprendre le chaos, si vous voulez. Si on prend le thème de ce colloque, c'est la feuille de route du chaos. Si vous devez naviguer sur le chaos, vous naviguerez à l'aide de ça, vous naviguerez à l'aide de ça, et ainsi de suite. Ça vous permet peut-être de donner un certain sens à ce qui est en train de vous arriver. Sinon, vous êtes un peu dans la situation du procès de Kafka, c'est-à-dire le gars qui il arrive des choses, son univers est régi par des forces qu'il ne contrôle pas, de quoi au juste êtes-vous innocent? Et puis, il ne sait pas trop, il essaie de faire son mieux pour avancer, pour patauger. Là, on essaye de donner un éclairage. Les individus, donc on essaye d'identifier de manière automatisée des gens qui sont des traducteurs, des primodiffuseurs, des nœuds critiques, et d'identifier et de prédire quand est-ce qu'un message va être transmis quelque part et par qui. Et effectivement, les algorithmes d'apprentissage machine arrivent à prédire ça avec une précision extrêmement étonnante. Là, ce que vous voyez, c'est le relayeur de vidéos de sympathisants et de médias. Encore une fois, une cartographie que nous avons réussi à obtenir à l'aide d'analyses statistiques. Les battements de cœur sur la détection de bots et d'infrastructures. Donc, ça encore, essayer de regarder qui donne de l'infrastructure à qui. Donc, qui va fournir des résultats. La réidentification de comptes et d'avatars. Savoir que vous avez quelqu'un qui apparaît sous différentes identités simplement parce qu'une analyse automatisée du style d'écriture vous permet d'établir qu'avec une très forte probabilité, il s'agit du même. Donc vous voyez, ça vous permet de savoir que vous avez quelqu'un qui apparaît 2 fois sous 2 avatars différents, qui apparaît 3 fois, 4 fois, et donc vous partitionnez comme ça votre univers en vous disant, la grosse fleur que vous voyez là-bas, c'est essentiellement quelqu'un qui va diffuser et encore et encore et encore. Alors, soit ce que vous diffusez n'est pas impactant parce que vous diffusez un message de temps en temps, soit vous allez diffuser énormément de messages, vous devez vous exprimer et votre style va finir par transparaître. Très difficile à un humain qui n'est pas aidé d'un outil de cacher son style. Alors, résumé et interprétation, donc on va utiliser des outils mathématiques sur lesquels je ne vais pas m'étendre là, mais si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Au-delà de ça, quelles applications on a? Alors, une suggestion que j'ai pour la gendarmerie est la suivante. C'est qu'il y a énormément d'outils qui sont extrêmement puissants. Ces outils-là, ce ne sont pas des outils presse-bouton. C'est-à-dire que ce sont plutôt des boîtes à outils où lorsque vous avez un problème technique, vous appelez les gens
qui savent faire fonctionner ces outils-là, et vous taille une solution sur mesure qui vous permet de pouvoir utiliser ces algorithmes, utiliser ces modèles mathématiques, développer un modèle mathématique ad hoc et essayer d'augmenter l'efficacité de ce que vous faites. C'est-à-dire vous permettre de naviguer non pas à vue, mais de manière plus ou moins précise, essayer d'avoir un modèle qui essaie de vous expliquer ce qui est en train de se passer et d'interpréter la réalité. Je pense que si la gendarmerie, et c'est dommage que le major général est déjà parti, mais peut-être il nous regarde sur Twitter, c'est de créer un groupe de spécialistes très techniques. Hein. Donc il ne s'agit pas de cyberstratèges ou des gens qui vont énoncer des principes de haut niveau, mais des gens qui sont véritablement des technologues, typiquement de 10 ou 20 personnes, de ne pas les dédier, mais de les mettre à la disposition de l'ensemble de la gendarmerie, de sorte à ce qu'il y ait un desk, il y ait un guichet auquel des gens qui ont besoin des unités, des gens, des services qui ont besoin de développement pointu pour accroître de manière innovante leurs capacités, puissent s'en référer et leur confier des missions d'innovation, de création d'outils ou d'amélioration de missions internes. Exemple, alors je vais vous montrer quelques-uns des travaux que nous conduisons, mais qui pourraient être conduits par un groupe comme ça. La détection automatique d'infractions, la planification optimale de patrouilles, comment faire de sorte à ce que si vos patrouilles sont aléatoires, vous perdez en efficacité, si elles sont régulières, vous perdez en sécurité. Donc il y a des théories mathématiques qui vous permettent d'optimiser des métriques de cette espèce. L'identification de risques en avance de phase, donc essayer de pouvoir prédire que quelque chose est en train de se passer. Alors là, typiquement, ce que je vous montre, c'est sur l'identification d'auteur. Donc ici, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle du transfert de style. En transfert de style, on va demander à un système d'intelligence artificielle de prendre cette photo que vous voyez ici et de prendre ce dessin que vous voyez ici, le cri, et de peindre ça selon ce style. D'accord ? Donc la machine va vous faire ça, c'est-à-dire elle va vous faire ça. Donc vous pouvez trouver des choses assez étonnantes. Typiquement, vous donnez un hymne national et vous dites faites-le moi en hard rock. Et la machine va vous le déguiser en hard rock, okay, en style hard rock. Donc en fait, comment est-ce que la machine fait ça ? Elle va en fait séparer, elle va d'abord apprendre, on va faire apprendre à la machine le style de Munch. Et puis on va lui faire apprendre ça. Et puis on va séparer les différentes phases du réseau neuronal et on va prendre une phase basse de l'un avec une phase haute de l'autre, ce qui va nous donner en fait ça, qui est en fait le transfert de style. Pourquoi c'est important ? Parce que ça va nous permettre de pouvoir à la fois savoir qui est l'auteur et le séparer du message que l'auteur est en train de convoyer. Donc on peut savoir que c'est telle personne qui parle sans mélanger à la fois son style d'expression et le contenu de son message. Donc ça, c'est quelque chose qui se calcule très bien, mais doit s'adapter à différents scénarios. J'ai parlé de l'enquête automatique. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est l'opérateur croyance. Vous formalisez, en fait, des règles, des axiomes, selon lesquels fonctionne un enquêteur. Donc, qu'est-ce qui guide la logique d'un enquêteur ? Et vous voyez qu'en fait, un enquêteur donc on a essayé de formaliser ça, un enquêteur va, entre autres, obéir à ça. Donc vous voyez que le mot croire apparaît très souvent. Et vous avez ici des principes, et ça c'est la manière d'encoder ces principes-là mathématiquement. Une fois que vous avez fait ça vous ouvre la voie à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique. C'est-à-dire que vous pouvez donner à une machine des transcriptions d'interrogatoires, la machine va avoir ces règles-là et va essayer de raisonner pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. D'accord ? Alors bien sûr, vous avez ça dans une approche adversarielle, c'est-à-dire où c'est lui que vous interrogez essaie de vous induire en erreur, mais les contradictions apparaissent au bout d'un moment et vous permettent de le mettre face à une contradiction. Alors sur de la criminalité extrêmement compliquée, où il ne s'agit pas de quelqu'un qui a juste tué quelqu'un, mais d'affaires de déstabilisation avec énormément d'auteurs, etc.,
Eh ben, aujourd'hui, la technologie est mûre pour pouvoir avoir une machine qui raisonne et qui capture la notion de « je crois que ». Là, ce que vous voyez, c'est une analyse en composants principales pour identifier des groupes à risque. Alors, ce que vous voyez ici, c'est assez intéressant. J'ai presque fini, en général. Alors, je vous conseille un livre qui s'appelle Optimal Cupid. Alors, il y a pour ceux d'entre vous qui sont célibataires, il existe un réseau qui s'appelle OkCupid, qui permet en fait de trouver des partenaires dragués, enfin comme on dit en français. Et donc, sur ce réseau-là, il y avait un doctorant qui avait un profil, et sur ce profil-là, personne ne le contactait jamais. Donc, son profil n'était pas suffisamment bon, et donc il n'avait aucun succès. Sauf qu'il travaillait sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine. Et il a décidé d'analyser toutes les données du réseau qu'il a acquis pendant à peu près un mois. Donc, la machine était en train de faire des requêtes et d'acquérir, pour créer le profil de l'homme idéal. Et effectivement, le jour où il a créé ce profil, au bout d'1 heure et demie, il a dû fermer son compte parce qu'il y avait tellement de jeunes femmes qui réagissaient à ce profil-là qu'il était complètement débordé. Donc il a écrit un livre plein de maths et plein de son histoire qui explique un peu comment. Alors en fait, comment ça marche? Il n'a pas juste créé un profil idéal, parce qu'un profil idéal n'existe pas. Ce qui existe, c'est différents types de personnes. C'est des clusters, c'est en fait ce que vous voyez ici. C'est des différents types de profils de femmes auxquels il a donné des noms, donc selon des mots qui ont été collectés par son système ou des caractéristiques qui ont été collectées par son système. Et ensuite, pour ce groupe-là, vous avez le point qui se trouve au milieu de cette sphère, qui effectivement va être le profil idéal. Mais ce profil idéal-là va être très loin du profil idéal de ce que recherchent ces jeunes femmes-là. Donc il a créé un profil idéal, c'est comme ça qu'il a trouvé sa femme, à qui il dédie son livre d'ailleurs. Donc en fait, ce que vous avez ici, c'est le groupe des tatoués qui aiment une sorte de musique, celles qui ont un chien, celles qui mangent bio et qui font du sport. Ce n'est pas forcément des profils sur lesquels on pourrait mettre un nom rationnel. Okay? Mais il se trouve que c'est comme ça que l'espace est partitionné. Donc on peut tout à fait appliquer cette chose-là pour identifier des groupes à risque. Donc si aujourd'hui, vous allez identifier des groupes en disant je cherche l'islamiste, et l'islamiste idéal à attraper, si vous faites tout ça, son centre de gravité va être quelque part là, et ça vous informera sur rien. Par contre, si vous faites une partition correcte de l'espace des islamistes, vous allez trouver qu'il va être partitionné en un certain nombre de sous-espaces, et là, vous pouvez cibler différents groupes. Et ça, c'est très important. Dernière chose, avant que le général m'expulse manu militari, c'est très dangereux de me donner un micro parce que c'est plus difficile de le reprendre après. Nous avons développé en fait ces modèles-là. Donc ça, c'est des modèles de déradicalisation. Donc en tant qu'académique, ce qui est très bien, c'est que vous ouvrez la télé, vous regardez sur quoi parlent les autorités, vous montez un programme de recherche et ensuite après l'ANR vous paye. Donc voilà. Donc là, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, le grand froid. Donc on n'a pas eu le temps de le monter, le froid disparaît, mais bon. Donc, quand on parlait de déradicalisation, on a commencé à regarder ça sur un modèle d'épidémiologie. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le modèle de Mirail, qui est très appliqué en fait en épidémiologie et aussi en propagation de malware. Donc, vous voyez qu'un système peut avoir un certain nombre d'états et vous pouvez transiter d'un état à un autre. Hein. Donc, vous avez quelqu'un qui est exposé, a été infecté, d'accord, puis vous avez réussi à le soigner, d'accord, parce qu'il a été déradicalisé. Okay. Ensuite, vous le vaccinez pour qu'il ne retombe pas. Okay. Alors, il peut être susceptible, etc., immunisé, et là, c'est lorsque vous l'avez mis en quarantaine, lorsque vous l'avez arrêté. Alors, ça s'appelle le SEIQV, d'accord. Alors, ça, c'est les initiales, en fait, de susceptible, exposed, etc. Et donc, en fait, sur ce genre de formalisme, vous pouvez avoir une stratégie de déradicalisation optimale, sous contrainte. C'est-à-dire que vos ressources étant limitées, c'est comme ça que vous allez représenter en fait les transitions entre les États. Donc là aussi, vous pouvez, en fonction des personnes, de leur passé, apprendre des paramètres, okay, et essayer d'appliquer des méthodes dont vous pouvez évaluer formellement l'efficacité. Donc si vous avez des questions, mon mail est là.
n'hésitez pas, ou vous pouvez venir me parler juste après la présentation. Merci. Mais on peut l'applaudir. Merci David Nakache pour cette ouverture de cette table ronde que nous allons maintenant constituer avec Dorian Marcelin, journaliste à Alliancy, qui est un de nos partenaires presse. J'appelle Nicolas Miaille, j'appelle Thierry Delville, j'appelle Jean-Noël de Galzin et j'appelle Jean-Claude Laroche. Vous avez chaud. Dorian, je vous passe le flambeau. Merci, Général. Donc effectivement, on va poursuivre les échanges autour de cette deuxième table ronde avec ce second panel où sont un peu plus représentés finalement des acteurs de la sphère privée ou s'intéressant de près aux actions de la sphère privée pour s'interroger sur ce thème de la gouvernance pour éviter le chaos et développer la résilience. Donc un thème qui vient en complément des sujets qui ont été abordés précédemment, identifiant des sphères d'action beaucoup plus précises. Donc j'ai avec moi, et que je laisserai se présenter ensuite, Jean-Claude Laroche, donc, qui est DSI et président du Cercle Cybersécurité du SIGREF, Jean-Noël de Galzin, président d'Exatrust, donc une association que vous nous présenterez pour ceux qui ne la connaissent pas, Nicolas Miaille, qui est fondateur de The Future Society, rattaché à Harvard, je vous laisserai en dire quelques mots aussi tout à l'heure, et Thierry Delville, donc délégué ministériel aux industries de sécurité, qui remplace Adeline Champagnat, qui n'a pas pu être présente parmi nous aujourd'hui, et au pied levé, hein, je vous en remercie. Voilà, vous êtes le représentant de la parité, c'est ça, effectivement, Jean-Noël, merci. Nous allons pouvoir nous interroger sur ce thème qui, vous l'aurez remarqué, est assez large, assez transversal. Les différents panélistes me l'ont fait remarquer quand on a préparé cet entretien. Aujourd'hui, donc, pourquoi un journaliste comme moi-même au sein d'Alliancy s'est intéressé à cette question et a accepté de l'apprendre, c'est qu'on s'intéresse à la gouvernance dans les entreprises. Effectivement, Alliancy est un média spécialisé sur la transformation des entreprises sous l'influence du numérique, on va dire, pour faire simple. J'ai beaucoup aimé le principe de mettre les transformations au pluriel qui ont été évoquées tout à l'heure. Voilà, j'ai un peu tiqué au départ en voyant le thème sur la gouvernance, savoir qu'est-ce qui allait se rattacher derrière cette terminologie et de la même façon sur la résilience. Donc je laisserai nos différents panélistes s'exprimer sur ce qu'ils mettent derrière ces termes par rapport à leur réalité quotidienne. Ça me semble important dans un premier temps. Mais on va être dans l'optique d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui peut être les pistes d'action qui peuvent être mises en place en termes organisationnels, en termes relationnels dans différentes structures, que ce soit l'entreprise au niveau ou au même niveau étatique, interétatique, ou sur le marché, donc avec les représentants de la filière sécurité qui ont également leur rôle à jouer. Donc dans un premier temps, on va peut-être s'intéresser à la définition finalement de ce thème, hein, cyberchaos. Il y a eu quelques mots qui ont déjà été nommés dessus. Donc Jean-Claude Laroche, je vais vous laisser vous présenter le SIGREF en quelques mots et peut-être exprimer aussi la raison de votre présence, votre intérêt pour ce thème, de votre participation aujourd'hui avec nous à cet entretien. Merci Dorian. Oui, effectivement, je suis ici en tant que président du Cercle Cybersécurité du SIGREF. Le SIGREF, en deux mots, c'est une association d'environ 140 grandes entreprises et administrations françaises qui, évidemment, s'intéresse au premier chef à comment faire en sorte qu'on réussisse la transformation numérique de nos entreprises et de nos activités. Et une des faces de cette transformation numérique, c'est évidemment on ne peut réussir
à se transformer et à numériser nos activités que si on le fait de manière sûre, enfin, si on arrive à sécuriser ce chemin-là. Et donc la cybersécurité est une de nos préoccupations majeures. Cette année, nous avons d'ailleurs un groupe de travail autour de la question de comment arriver à parler des sujets de cybersécurité à nos comités exécutifs et au conseil d'administration, en gros à nos mandataires sociaux. Comment faire en sorte que l'ensemble des éléments qui touchent à ces problématiques de cybersécurité leur parlent et que ça permette derrière de prendre un certain nombre de dispositions et de mesures efficaces dans le cadre de nos activités. Donc voilà un peu ce qui fait ma présence parmi vous aujourd'hui. Que vous allez nous procurer des éclairages intéressants sur ce qui se passe dans les entreprises. Thierry Delville, peut-être également 2 mots sur vos responsabilités et ce qu'elles recouvrent exactement et finalement le principe d'action un peu entre ces 2 mondes qui sont un monde public et un monde des industries de sécurité qui ont ses propres lois. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc la délégation que je dirige depuis bientôt 4 ans a connu 2 étapes. Elle s'est d'abord concentrée sur la montée en puissance d'un concept assez novateur pour la sécurité, mais pas forcément pour d'autres filières, qui est la création d'une filière industrielle. Donc là, ça a été un projet initié en 2013 et en 2014, on a créé une délégation au ministère de l'Intérieur pour vraiment accompagner cette prise de conscience que dans le champ de la sécurité, qui aujourd'hui prend une place assez importante sous diverses formes, dans le champ de la sécurité civile, dans le champ de la sécurité physique, dans le champ de la sécurité des villes, et bien sûr dans le champ de la cybersécurité, il y avait vraiment besoin d'avoir une vision globale qui donc est coordonnée. Alors, cette action est coordonnée par le secrétaire général Défense et la Sécurité nationale et la Direction générale des entreprises de Bercy. Et le ministère de l'Intérieur est évidemment un acteur important, un acteur clé dans le champ de la sécurité intérieure. Donc ça, c'était la première étape. Et dans le travail que nous avions très régulièrement avec une autre délégation qui donc était en charge des cybermenaces, on s'est aperçu et on a assez vite convergé vers l'idée d'un regroupement, car le cyber aujourd'hui transcende l'ensemble des thématiques de sécurité et des enjeux. Et on voit bien que même s'il n'est pas l'essentiel de l'activité de ce COFIS, Comité de filière industrielle, on voit bien que c'est aujourd'hui une vraie locomotive en termes de développement et en termes aussi de prise en compte des problématiques fortes, lourdes, que sont la sécurité des entreprises, la sécurité des infrastructures de l'État, la sécurité des sites sensibles, des opérateurs d'importance vitale, j'en passe. Donc il est clair que sur ce volet-là, il était naturel de converger. Donc la délégation aujourd'hui est dans une situation de coordination, d'animation. C'est une petite structure attachée au cabinet du ministre qui travaille bien avec la DGSI, la DGGN, la DGPN, le haut fonctionnaire de défense, et couvre donc l'ensemble du spectre cybermenace. Donc je dirais, si je devais résumer ça, parce que j'ai vu qu'il y avait un nouveau concept cyber-chaos, et le problème des définitions, c'est justement c'est d'avoir vraiment une compréhension partagée. Là, on sort d'une revue cyberdéfense où on a justement beaucoup parlé du vocabulaire et des définitions. Donc la cybermenace, au vu du ministère de l'Intérieur, c'est la SSI, plus la cybercriminalité, qui est le segment sur lequel nous sommes le plus identifiés et visibles vu de l'extérieur au ministère de l'Intérieur, et la partie aussi cyberprotection, cyberdéfense, qui recouvre à la fois le champ du renseignement et du travail de sensibilisation importante que nous faisons dans les territoires. Merci. Vous avez raison effectivement de souligner l'importance du sens qu'on donne aux termes qu'on utilise, à la terminologie utilisée à la fois dans nos réflexions et dans nos travaux. Nicolas Mial, en ayant fondé une organisation qui s'appelle The Future Society, j'imagine que vous allez effectivement devoir nous en dire un peu plus sur ce qu'est cette société du futur, ou tournée vers le futur en tout cas, rattachée donc à Harvard. Oui. Merci pour votre invitation. Donc, The Future Society est je dirais en France, un incubateur de projets et d'idées, on dirait en anglais un think and do tank, qui est donc rattaché à l'université de Harvard, à l'école d'administration publique de l'université de Harvard, à Harvard Kennedy School of Government, et on s'intéresse aux questions d'impact et de gouvernance, elles sont liées, de ce qu'on appelle la révolution NBIC et notamment les technologies dites émergentes. On a plusieurs initiatives thématiques, dont une qu'on a lancée en 2015 sur
les questions de l'intelligence artificielle, ça s'intitule The AI Initiative. Et ce qu'on y fait, on a aussi une initiative sur la ville, on a aussi une initiative sur les enjeux du droit. Et ce qu'on y fait notamment dans cette AI Initiative, on s'intéresse et on fait en pratique de la recherche très appliquée, la policy research. On fait du conseil aux entreprises, aux organisations internationales et au gouvernement. Et on fait des choses assez opérationnelles au sens où on organise des événements qui sont de ce type-là, mais aussi des ateliers de gouvernance et d'intelligence collective assez poussés. Je vous donne un exemple. On était à Dubaï au World Government Summit il y a un petit peu plus de 15 jours et on a travaillé avec le ministre émirati de l'intelligence artificielle qui est un tout jeune monsieur de 27 ans appointé, qui est un des premiers ministres appointé pour faire justement de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Et on a organisé avec lui une table ronde, porte fermée, avec une centaine de décideurs, investisseurs, praticiens, scientifiques, experts des quatre coins du monde de l'intelligence artificielle, en utilisant la plateforme qu'est Dubaï, qui est capable de rassembler des Russes, des Américains, des Chinois, des Européens. Il n'y en a pas beaucoup des plateformes au monde, on peut parler de sujets stratégiques, en rassemblant ces différentes puissances qui sont parfois antagonistes, pour réfléchir ensemble aux questions de gouvernance globale de l'IA, et notamment de ces intersections avec les questions des cybermenaces et donc de la cybersécurité. Autre initiative un peu innovante qu'on porte, et qui est un petit peu emblématique de ce qu'on essaye de faire, c'est un débat en intelligence collective, participatif sur 7 mois, qui a été lancé fin septembre 2017, qui va prendre fin à la toute fin du mois de mars, sur la gouvernance mondiale de l'IA, pratiquée en 5 langues, en français, en japonais, en anglais, en russe et en mandarin, avec toute une série d'événements dans lesquels venait s'intégrer cette table ronde à Dubaï, pour essayer de, en mettant en dialogue plusieurs centaines et maintenant plusieurs même milliers de praticiens, d'experts du monde entier en plusieurs langues, essayer de faire sens, essayer de comprendre quelles sont les dynamiques de la montée en puissance de l'IA et comment bien équilibrer les opportunités et les capturer et minimiser les risques qui en émergent. Voilà, en quelques mots. Effectivement, on reviendra sur cette dimension internationale en termes de gouvernance interétatique qui a son importance évidemment. Jean-Noël de Galzin, un mot peut-être sur Exatrust et sur voilà, cette vision côté industrie de la sécurité que vous représentez en quelque sorte, en tout cas au niveau d'Exatrust, des PME qui sont réunies en France autour du sujet. Oui, alors bon, moi d'abord je suis entrepreneur, donc j'ai une société qui s'appelle Walix, qui est éditeur de logiciels de cybersécurité, et donc en tant que responsable d'une PME française qui commence à un peu, n'est plus tout à fait une start-up, mais qui commence à décoller, je m'aperçois qu'on est dans un monde où finalement on résout on a beaucoup de solutions, on peut trouver énormément de solutions aux problèmes d'aujourd'hui, ce que vous appelez les problèmes qui causent une forme de chaos, de cyber-chaos. Simplement, il y a un déficit de notoriété de nos entreprises, qui sont souvent des petites entreprises, parce qu'elles sont tout simplement positionnées sur des nouveaux marchés et qu'elles ont des difficultés à s'imposer sur le marché parce que le marché est morcelé en Europe, comparé à d'autres acteurs qui, par exemple, aux États-Unis, sont surcapitalisés, ont déjà accès à un gros marché, etc. etc. Donc, ce que je vois, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est ce potentiel formidable et la mise en pratique sur des solutions à haute efficacité, d'excellence technologique, telles qu'on peut en fabriquer en France, et la nécessité de les porter à la connaissance des utilisateurs, ce qui m'a amené effectivement à me rapprocher d'autres entrepreneurs ou d'autres chefs d'entreprise de PME, de start-up le plus souvent, à nous réunir pour créer un groupement qui s'appelle Exatrust. Mais en fait, le groupement Exatrust, c'est un groupement qui est basé sur l'idée même de l'intelligence collective au service de la réussite de l'écosystème autour des questions de cybersécurité. Alors donc Exatrust regroupe aujourd'hui une soixantaine de membres qui sont axés sur 2 grandes thématiques qui sont la thématique de la cybersécurité au sens de la résilience des infrastructures ou des systèmes numériques et le cloud de confiance, c'est-à-dire l'hébergement des données à caractère personnel, conformément, on va dire, à ce que veulent en faire aujourd'hui nos entreprises, nos utilisateurs et les États, puisqu'on est très axé sur les questions autour du règlement général sur la protection des données, par exemple, et faire en sorte d'offrir des espaces d'hébergement ou de communication de données dans lesquels on puisse suivre ces recommandations
quelque part à la lettre. Voilà. Donc Exatrust, c'est un groupement de petits industriels qui sont les pépites technologiques françaises ou certaines européennes et qui vont aller à la rencontre des utilisateurs du SIGREF ou les responsables sécurité informatique des grandes entreprises, des petites entreprises, publiques, privées, et essayer de mettre en évidence qu'il y a aujourd'hui, face aux cybermenaces d'un genre nouveau. Pour nous, on considère qu'il n'y a pas de cyberchaos en tant que tel, en ce sens que cyberchaos, en fait, le chaos, c'est quoi? C'est le désordre, la confusion. Donc oui, il y a un désordre, il y a une forme de confusion, mais qui est liée à des technologies émergentes. Donc finalement, cette forme de confusion et de désordre, elle n'est pas exclusivement liée à des problématiques de sécurité, elle est liée à des problématiques nouvelles. C'est qu'on est en pleine transition numérique. On est en train de bâtir un nouveau monde dans lequel il y a le numérique. Et donc, on avance dans ce monde au départ, avec un certain retard, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui fabriquons le numérique, on l'utilise, on est utilisateur de numérique. Et en tant qu'utilisateur de numérique, on a une problématique de sécurité de l'entreprise, de l'utilisateur, la sûreté des personnes, etc. Et puis il y a aussi une problématique de cybersécurité qui amène des questions sur la table, mais pour le moment, il n'y a pas mort d'homme, si je puis dire. Donc, c'est là où je pense qu'il n'y a pas de cyberchaos, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme, donc on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'un défacement de site Internet ou que... oui, c'était pas un avatar voilà, de cyberchaos. c'est pas quelque chose aujourd'hui qui touche les gens. En revanche, là où il ne faut pas rester naïf, c'est que on sent bien qu'il y a eu des incidents graves récemment. Il y a des grandes entreprises qui ont vécu des situations difficiles, qui ont fait des pertes. On se souvient de Saint-Gobain, des pertes très importantes parce qu'il y a eu des arrêts de la production, de la livraison des clients. Il y a des hôpitaux qui se sont arrêtés, des urgences qui se sont arrêtées dans les hôpitaux. Il y a effectivement, plus récemment, par exemple, un des derniers grands incidents en date, c'était Uber. On l'a bien vu, tout le système d'information et toutes les bases des utilisateurs, voire des salariés, entre guillemets, d'Uber, enfin les conducteurs, se sont retrouvés ont été piratés. Donc, il y a un vrai problème. On nie pas le risque et la Voilà. dimension de risque Voilà. qui existe. Il y a un Peut-être problème plus de sur risque. la définition et la perception. Je vais laisser Jean-Claude Laroche réagir sur la perception justement de... alors j'utilise le terme cyberchaos, hein, vous m'excuserez encore parce que c'est peut-être pas dans cette terminologie exacte que ça se pose au niveau des comex d'entreprise, mais j'étais curieux de savoir justement en réaction de ce qui a pu être évoqué justement par Jean-Noël Le Galzin. Aujourd'hui, dans les grandes entreprises, si on essaye de généraliser un peu, quelle est la compréhension de cet état de la menace au niveau des COMEX et aussi au niveau des DSI dont vous êtes un représentant? Oui, je vais peut-être repartir du terme de cyberchaos pour essayer de faire en sorte qu'on se comprenne un peu sur ce dont on parle. Effectivement, dans les grandes entreprises françaises, hein, comme je pense dans beaucoup d'autres organisations, animer une transformation numérique passe par le fait qu'on encourage des initiatives au plus près des gestes métiers, au plus proche du terrain. Et ça provoque un foisonnement dans le domaine de la créativité, dans le domaine de nouvelles initiatives. Et ce foisonnement-là, effectivement, on peut utiliser le terme de chaos. C'est un des rôles du management d'arriver à ramasser ce foisonnement et à faire en sorte que les idées qui sont porteuses de valeur, on arrive petit à petit à les industrialiser et à les faire entrer dans le cadre normal de l'entreprise. Alors, si c'est ça le cyberchaos, je dirais qu'il est bienvenu. À l'inverse, si le cyberchaos il est vu comme, je dirais, les conséquences les plus graves d'un risque systémique, c'est-à-dire un risque qui affecterait simultanément de nombreux secteurs d'activité et à l'intérieur de ces secteurs d'activité toucherait simultanément un certain nombre d'activités critiques, alors ce cyberchaos-là n'est pas souhaitable. C'est la phase, je dirais, ultime du risque cyber auquel sont confrontées les entreprises. Alors, est-ce qu'elles en ont conscience ? C'est un peu la question qui a été posée. Les dirigeants d'entreprise, ils vivent dans le monde, hein. Ils sont pas aveugles aux réalités d'aujourd'hui. Ils se rendent bien compte que
dans le cadre de la transformation des activités de leurs entreprises, les systèmes d'information ont tendance à être invasifs, c'est-à-dire à toucher toutes les activités, y compris des activités périphériques. Il y a peu d'équipements dans lesquels aujourd'hui il n'y a pas de code. Ça, c'est donc le caractère invasif du numérique dans l'ensemble des activités de l'entreprise. D'autre part, ils se rendent bien compte que leur système d'information s'ouvre de plus en plus. On parle de plus en plus de mettre ces infrastructures dans le cloud public. On cherche à faire en sorte que les salariés puissent travailler dans la mobilité. On cherche le plus souvent à travailler dans le cadre d'un écosystème d'entreprise, c'est-à-dire avec des entreprises tierces. Enfin bref, il y a une ouverture plus grande des systèmes d'information et donc une surface d'exposition finalement des systèmes d'information des entreprises qui augmente. Et puis quand ils ont quelques données chiffrées, ils s'aperçoivent aussi du fait que les attaques sur leur système d'information augmentent en nombre. Alors, ce n'est pas forcément des attaques qui sont toujours d'un haut niveau de gravité, mais ils se rendent bien compte qu'il y a une activité dont l'intensité a tendance à s'accroître sur les réseaux informatiques. Donc, tout ça provoque une sensibilisation et une forme d'inquiétude qui est exacerbée par un certain nombre d'articles de presse. Par exemple, quand WannaCry a défrayé la chronique. J'ai été moi-même en tant que DSI d'Enedis en ligne avec le président d'Enedis le week-end même, lui-même me demandant mais où est-ce qu'on en est exactement? Est-ce qu'on est menacé? Est-ce qu'on est exposé? Qu'est-ce qui va nous arriver? Notre Petya, c'était à peu près la même chose. Donc, une perception très claire du risque. Après, une fois qu'on a dit ça, ça n'aide pas à prendre forcément cette dimension du risque de manière opérationnelle au niveau de nos COMEX et nos conseils d'administration. Pourquoi? Parce que c'est un risque qu'on a énormément de mal à quantifier. En termes de probabilité, parce que souvent les risques, on regarde la probabilité, la gravité, puis la manière dont on les couvre. En termes de probabilité, quand on regarde le passé dans un grand groupe comme Enedis, on dit finalement, aucune menace n'a réussi. La probabilité pour qu'on soit vraiment touché, si on regarde le passé, elle est proche de 0. Et puis quand on regarde l'avenir et qu'on entend un certain nombre d'acteurs qui nous disent la question, c'est pas de savoir si vous allez être attaqué un jour, mais quand, ça veut dire que la probabilité est de 1. Donc arriver à quantifier ce risque d'une manière qui soit un peu opératoire, c'est extrêmement difficile. Et lorsque nos COMEX, nos conseils d'administration se tournent vers des compagnies d'assurance pour dire est-ce que vous avez travaillé ce sujet-là, les compagnies d'assurance ont tendance à répondre à peu près la même chose, c'est-à-dire c'est très difficile d'avoir une perception du risque. Donc, si je peux passer un message ici, à cette communauté ici présente, ça serait le message suivant. Les entreprises ne sont pas armées, et ce n'est pas leur métier, pour apprécier l'état de la menace. Les grandes entreprises ont besoin d'un contact étroit avec les pouvoirs publics et avec les personnes qui sont les mieux placées pour apprécier l'état de la menace d'une manière qui soit une manière qui fasse autorité. Les pouvoirs publics sont les mieux placés et les grandes entreprises ont besoin. Je pense que nous avons atteint collectivement un niveau de maturité qui nous permet d'entretenir un dialogue nourri avec l'administration sur ces sujets-là. Mais clairement, ce n'est pas notre métier d'apprécier le niveau de la menace et on a vraiment besoin des pouvoirs publics là-dessus. Oui, je pense que Thierry Dalville, vous pouvez apporter une partie. La parité doit s'exprimer. Donc, écoutez, oui, effectivement, je crois que on est tous d'accord pour constater qu'il y a besoin d'objectiver, de quantifier finement un phénomène qui touche non seulement le secteur privé, bien sûr, le secteur public également. Faut être conscient que dans ce domaine, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a encore beaucoup à faire, surtout dans la connaissance et cette évaluation. Je crois que c'est une réalité qu'aujourd'hui, on a cité 2 exemples à travers NotPetya, à travers WannaCry, on est confronté à un phénomène très particulier d'une menace qui augmente et d'une mesure de cette menace qui est extrêmement difficile à obtenir pour différentes raisons. Une des raisons qui est encore croissante, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, c'est relativement honteux et il y a des conséquences, en termes de réputation, des conséquences diverses qui sont relevées dans la divulgation et l'objectivation et la sincérité de la déclaration d'un sinistre. Donc à partir du moment, si vous voulez, je vais prendre un exemple encore plus
encore plus simple dans le monde de la vie de tous les jours, c'est qu'il est difficile pour l'État de ne pas pouvoir mesurer finement un phénomène qui se déroule si, à un moment... Bon, on a inventé dans le champ des crimes et des délits la plainte. Et effectivement, donc vous le savez, depuis tout longtemps, depuis toujours, on sait mesurer les crimes et les délits en France. Et il y a des outils, alors on peut toujours les critiquer d'une manière ou d'une autre, mais enfin il y a des outils qui sont assez stables et qui permettent de mesurer dans le temps. Dans le champ du cyber, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Dans le champ du cyber, on apprend par des études de victimologie qui sont diligentées à la commande sur des données, sur des durées qui sont en général l'annualité. Je pense un exemple me vient en tête avec le rapport de l'INSJ qui est sorti en novembre dernier sur l'état de la criminalité en France, avec d'un côté une mesure très claire, très objective, parce qu'elle repose sur ces fameuses plaintes du nombre de braquages, par exemple, qu'on voit diminuer année après année, des braquages classiques de banques. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de liquidités dans les banques. Alors effectivement, partout dans le monde, les banques sont moins attaquées à la méthode ancienne. Et en revanche, on voit bien que dans le champ de l'atteinte aux données personnelles, aux données bancaires en particulier, il y a des phénomènes qui explosent. Et là, on n'a pas forcément, selon les législations, selon les pays, en tout cas en France c'est le cas, de dépôt de plainte systématique. On n'a pas forcément de mesures aussi fines et on travaille donc par des études spécifiques. Donc ça, c'est un exemple. Et si l'on prend maintenant les attaques plus précises, revenant sur les deux que vous venez de citer, on sait parfaitement que l'analyse de la mesure technique qui va être faite sur le nombre d'adresses IP qui sont potentiellement attaquées et les effets qu'ils peuvent provoquer au sein des organisations qui gèrent, qui sont détentrices de ces adresses, on arrive à peu près à les cibler, mais on n'est pas jusqu'au bout en mesure de pouvoir évaluer finement, de pouvoir chiffrer précisément. Et tout ça pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, et plus encore demain qu'hier, il y a un effet sur le chiffre d'affaires, il y a un effet sur les chiffres et sur le bilan d'activité, et qu'aujourd'hui, on n'a pas encore complètement réglé ce problème-là. Je crois que c'est un des gros enjeux dans les années à venir, de travailler sur un cadre de confiance qui permette aujourd'hui d'objectiver ce phénomène. On aura vraiment à travailler cela, je pense, avec l'ensemble des acteurs concernés, bien sûr le ministère de l'Intérieur, qui est central en relation avec le ministère de la Justice, l'ANSSI, qui intervient sur un certain nombre de ces grands opérateurs, et c'est comme cela qu'on pourra véritablement apporter une réponse aux SIGREF et aux entreprises qui le fédèrent. Je crois que c'est un élément de réponse, me semble-t-il, tout à fait important, ce qui n'empêche pas, en attendant, que nous arrivions à ce cadre de confiance qui nous permettent vraiment d'avoir des chiffres aussi précis que dans le monde non cyber. Eh bien, je pense qu'en attendant, il faut véritablement travailler en partenariat. Il y a beaucoup de données aujourd'hui, à travers les CERT, à travers un certain nombre de capteurs qui existent. On a mis en place une plateforme avec l'ANSSI qui s'appelle ACIMA et qui permet d'aller remonter des informations sur des victimes. Voilà, ça va s'additionner avec d'autres remontées d'informations qui nous permettront, je pense, d'avoir un tableau de bord beaucoup plus précis. Mais je pense que c'est une étape. Et la vraie définition, c'est dans un cadre de confiance qui nous permette véritablement d'avoir l'ensemble des informations et de ne pas nous confronter à des dissimulations. Merci Thierry. Je vais peut-être, avant de redonner la parole à Jean-Noël, Nicolas Mial, vous sur le sujet, finalement, on a mentionné une croissance des cyberattaques, ça s'est renforcé une porte ouverte, effectivement, une difficulté de mesure, de vision, en tout cas de connaissance, on va dire. Jean-Claude Laroche a également souligné, finalement, quelque part, dans le cadre de l'innovation, une entropie naturelle acceptable et qui est une bonne chose. Qu'est-ce qui fait... besoin d'entropie. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui fait... on est dans une sorte de fragilité, de toute façon, de nos sociétés, au-delà même des entreprises, de manière générale, de systèmes qui ne sont pas que des systèmes techniques, au final. On n'est pas que dans une limite, on va dire, technique avec un problème technique. Ce sont des systèmes, quand on aborde la question de la gouvernance, des systèmes plus larges, et c'est des sujets que vous étudiez. Oui. J'aime bien la définition que vous donnez du chaos, cette formulation qui est que tant que c'est un foisonnement qui est vecteur d'innovation et de création, il faut le rechercher. À partir du moment où on traverse quelque chose, une frontière qui est systémique, il y a un problème qu'il faut se poser. Simplement, on est, nous, Européens, très en retard dans la maîtrise de cette révolution, dans la maîtrise des moyens industriels de cette révolution,
est la culture du risque et le modèle industriel de la vulnérabilité, qui a été le modèle industriel du départ du logiciel. Le logiciel, quand on est arrivé à des logiciels très complexes avec plusieurs dizaines de millions de lignes de code, un MS Word, je crois que c'est 30 millions de lignes de code, avec une vulnérabilité potentielle 0 jour, toutes les peut-être 5 ou 10 lignes de code, le modèle industriel qu'on a créé, qu'on a laissé créer, et c'était une bonne chose, c'était un modèle industriel de la vulnérabilité, on sous-traitait au marché la capacité à traiter cette vulnérabilité. Ça allait relativement bien alors que la dissémination de ces produits était faible, mais à mesure qu'elle se dissémine, à mesure que le nombre, le volume et la criticité des fonctions qu'on délègue à des systèmes numériques se développent, alors ce modèle devient problématique. À l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure du machine learning, où on délègue de plus en plus de fonctions critiques à des boîtes noires, un algorithme de deep learning avec plusieurs centaines de couches qui pilote une voiture autonome, pose des problèmes en matière de leurrage, par exemple, qui font de l'explicabilité une question de cybersécurité, une question de confiance des consommateurs dans leurs produits, mais aussi une question plus stratégique de cybersécurité. Et donc, nous, Européens, on se retrouve peut-être du mauvais côté de l'équation, à devoir se poser la question de la cybersécurité à un niveau de maturité du risque qui est plus important, avec une position de maîtrise industrielle très faible. Donc, cette équation, pour nous, elle n'est pas facile à résoudre. Et de façon assez provocante, j'ai envie de dire qu'il faut peut-être aussi, en Europe, je ne dis pas qu'on ne l'a pas, mais qu'on se pose aussi la question de notre culture du risque. Quand la Maison-Blanche, à la fin de l'administration Obama, pond des guidelines sur les voitures autonomes qui sont très, très libérales, en fait, qui sont très orientées vers la non-régulation, qui vise en fait à permettre la mise sur le marché de systèmes autonomes dont on ne connaît pas bien la sécurité, dont on connaît la sécurité par le biais du nombre de kilomètres parcourus sans incident, mais dont on ne connaît pas bien au fond la sécurité. Il y a visiblement la projection d'une capacité à prendre des risques très importante. Et donc, il y a une tension entre cette prise de risque et la recherche d'une maîtrise industrielle. Donc, c'était un des points que je voulais citer. Le deuxième, on parlait de WannaCry. Les systèmes qui font de la transition digitale, ce sont des systèmes éminemment sociotechniques. On le sait, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Dans un système sociotechnique et dans un système, digital, quand on regarde les cybermenaces, on a tendance à dire que le morceau de viande qui se situe entre la chaise et le clavier reste le vecteur de vulnérabilité le plus important. Dans WannaCry, c'est une problématique autant sociale qu'elle est technique. La conduite du changement, l'adaptation culturelle des acteurs fait que si on se projette, notamment à l'âge de l'IA, en regardant ce problème comme un problème d'intelligence artificielle, alors que c'est en fait plus un problème d'intelligence collective, un système sociotechnique complexe, on risque d'avoir du mal à traiter les menaces. Et je vous donne un exemple, qui est l'effondrement d'un système sociotechnique qui ne relève pas a priori d'une cybermenace, mais qui, de mon point de vue, en relève un petit peu quand même, c'est le système admission post-bac. Un algorithme, qui n'est pas une boîte noire, qui est fort bien compris des gens qui l'ont conçu, mais qui n'a pas donné satisfaction à la société parce que le processus par lequel on a délégué à ce système les fonctions qu'on lui a déléguées, on lui a permis de prendre des décisions, n'était pas optimal et a donné lieu à un mécontentement fort, en tout cas, on va dire une non-satisfaction de la fonction d'objectif de ce système sociotechnique. Et on n'avait pas affaire à une boîte noire. Alors, vous notez un point intéressant avec le système APB, c'est notamment la différence entre la conception, l'expertise qui est déployée sur de tels sujets et la compréhension, enfin la finalité, où on a effectivement quelque part eu un certain chaos autour de cette affaire, à une échelle limitée, mais pour les principaux concernés, donc les étudiants, ça a été une expérience qui a pu être éprouvante. On a un décalage. Bon, ici, on est en quelque sorte entre initiés, ou en tout cas toutes personnes qui ont dans une certaine mesure entendu parler de ces sujets-là, vis-à-vis du grand public de manière générale, même s'il y a une certaine sensibilisation qui se fait, on est encore loin d'être entièrement sur la même longueur d'onde. C'est un facteur de fragilité, ces aspects-là. Jean-Noël de Galzin, on avait évoqué ce décalage finalement entre ce qui se passe chez les experts, la perception qu'ont les experts de notre situation et la perception du reste du monde.
Oui, je crois qu'on a souvent parlé du marketing de la peur autour de la cybersécurité, hein, c'est-à-dire qu'on a tendance à agiter des chiffons rouges en faisant peser des risques systémiques ou en parlant de risques systémiques sur lesquels, au fond, on n'a aucune preuve, si ce n'est des expériences particulières. C'est-à-dire qu'on passe directement du stade expérimental au stade prospectiviste. Ce qui peut arriver de pire. Voilà, exactement, en le rendant réel. Alors le risque de ça revient un peu à ce que disait Jean-Claude Laroche tout à l'heure, c'est que, au fond, pour des gens qui... Quand on est, par exemple, directeur d'une organisation ou qu'on a un rôle très opérationnel, si on commence à agiter des choses qui sont fantasmagoriques, qui se paraissent comme des fantasmes, ça paraît si éloigné de la réalité qu'en réalité, ça ne nous touche plus. Voilà. Donc il faut se méfier de cet aspect-là. Alors je dirais qu'aujourd'hui, pour vous donner par exemple un chiffre, c'est intéressant de voir qu'aux États-Unis, l'année dernière, quand on regarde les fonds qui ont été investis dans la cybersécurité au sens large, on parle de fonds d'investissement. Ce sont les fonds de pension américains qui investissent massivement sur les sujets de cybersécurité. On voit 31,4 milliards de dollars l'année dernière investis. Quand on voit chez nous, c'est 300 millions d'euros. Bon. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'échelle, on ne parle pas seulement au niveau des fantasmes, on est sans doute à égalité. Au niveau des réalisations, on n'est pas à égalité. Et au fond, les effets sociaux dont on vient de parler à l'instant, qui va les payer ? C'est nous. Les effets sur les entreprises, ce sont les entreprises qui vont les payer. Donc, au fond, il faut bien mesurer qu'on ne part pas à égalité sur ce sujet-là et qu'au fond, au-delà des fantasmes, il y a des choses, il y a du concret. Moi, ce que je voudrais dire quand même, à un moment donné, de manière plus concrète, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on a mis en place des lois, des réglementations en Europe, en France, pour dire aux entreprises de s'équiper, pour dire aux organisations qu'on appelle les opérateurs de services essentiels, on leur a imposé une forme de cahier des charges, où on a négocié avec eux un cahier des charges pour mettre en place des moyens de se protéger et de réduire, on va dire, le risque lié aux cybermenaces. Bon, donc ces réglementations, elles énoncent un cahier des charges sur lesquels il y a un certain nombre de choses à mettre en place, de solutions à apporter. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va amener les entreprises à investir massivement, les organisations à investir massivement, l'État à investir, non pas forcément avec des capitaux, à investir dans les sociétés qui potentiellement pourraient apporter des réponses dans quelques temps, etc., mais à mettre en place des projets pour se mettre à niveau et permettre ainsi de faire en sorte de réduire globalement le niveau de la menace et le niveau des risques. Bon. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que ce que vous disiez sur l'assurance, ce dont a besoin aujourd'hui essentiellement l'assurance, c'est d'avoir suffisamment de données pour reconstituer des statistiques qui vont leur permettre de mesurer le niveau de prise en charge qu'ils peuvent faire de tel ou tel litige, bon, et leur capacité à réagir en cas d'attaque. Donc ce sujet-là, ce sujet de l'investissement, il est là, il est devant nous, c'est-à-dire que les entreprises, les États vont investir, et je pense qu'aujourd'hui on arrive à un moment précis où il doit y avoir un partenariat effectivement entre les grands utilisateurs, les utilisateurs au sens large, parce qu'un grand utilisateur comme Enedis, il a tout un tas de sous-traitants par exemple qui vont aussi être affectés par la mise à niveau nécessaire de leurs infrastructures pour être conformes au RGPD, à Nice, être OSE, etc., etc. Donc tout cet investissement qui arrive, il va se faire pour mettre en place un arsenal industriel pour protéger les données, protéger contre les menaces, prévenir des risques, etc., etc. Donc il y a aujourd'hui quand même, la situation n'est pas désespérée, il existe un déséquilibre de fait, mais j'ai envie de vous dire, le marché, il est devant nous. L'opportunité, elle est devant nous, elle est à portée de main. Donc je crois qu'une partie de la réponse de ce qu'on est en train d'évoquer, c'est la manière dont on va maintenant travailler ensemble, les uns les autres, pour saisir cette opportunité, entre guillemets, de la menace et faire en sorte qu'on puisse créer des moyens industriels qui nous rendent acteurs de la cybersécurité. Alors, on a sur des aspects finalement là, de gouvernance de marché, de l'écosystème au sens large, entre utilisateurs, offreurs de sécurité, la puissance publique également. Peut-être au niveau de ce qui se passe à l'intérieur des entreprises, Jean-Claude Laroche, si aujourd'hui, face à ce constat qu'on a dressé un peu, est-ce qu'il y a des pistes concrètes finalement
d'amélioration des gouvernances en place qui permettent de générer cette résilience? Quels sont les principaux axes finalement sur lesquels il est important de travailler? Oui, alors c'est une question très, très vaste, mais je vais essayer de le résumer en assez peu de mots, le synthétiser. Je crois que la première chose, c'est qu'il y a une question de... fondamentalement, la question qui est posée par les mandataires sociaux, les dirigeants des entreprises, c'est quelle confiance raisonnable je peux porter dans le fait que mon activité, je peux la conduire d'une manière relativement sereine et qu'en cas de coup dur, je serai en capacité de faire face. C'est-à-dire que j'aurai une certaine résilience face à ça. Et il a besoin, le dirigeant de l'entreprise a besoin d'interlocuteurs à l'intérieur de son entreprise en qui il a confiance et qui lui apportent un certain nombre d'informations. Ces informations, pour moi, elles doivent d'abord, porter sur la totalité des systèmes d'information, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision globale des systèmes d'information de l'entreprise. Ils sont souvent segmentés entre l'informatique de gestion, l'informatique industrielle et puis tous les systèmes périphériques. Or, par un système périphérique, il peut y avoir une attaque assez grave d'une entreprise. Donc, il faut avoir une vision globale. Le deuxième point, c'est que la question cyber, elle doit être intégrée dans la cartographie globale des risques de l'entreprise, même si on a vu tout à l'heure que c'était assez compliqué. Il faut essayer de le faire. Et troisièmement, je crois qu'il appartient notamment au DSI d'expliquer au directeur général ou au président de l'entreprise que ce qui se fait en matière de prévention du risque, qui peut toucher à des aspects humains, comportementaux, etc., mais aussi à des aspects techniques. Comment il observe le système d'information, c'est-à-dire quels sont les dispositifs en place qui permettent de savoir ou d'essayer de savoir au mieux quels sont éventuellement les malwares qui circulent sur les réseaux. Bon. Et puis, troisièmement, au cas où on est vraiment attaqué, où certains systèmes d'information sont affectés, quels dispositifs on a mis en place pour y faire face? Alors, ce sont les dispositifs de continuité d'activité, ce sont les dispositifs de gestion de crise. Et j'allais dire, au bout du bout, il faut aussi pouvoir parler secours ultime. C'est-à-dire que finalement, la résilience de l'entreprise repose in fine sur le fait que sur ses activités les plus vitales, il faut qu'elle puisse fonctionner même si elle n'a plus de système d'information. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi compliqué que ça. Voilà. Oui, par rapport à notre dépendance de toute façon aujourd'hui, c'est un sujet de fond. Nicolas Mial et Thierry Delville, je vais vous poser finalement quelque part la même question sur laquelle vous aviez exprimé un certain intérêt. C'est qu'on a parlé effectivement de gouvernance, on va dire, du marché, des acteurs de la cybersécurité qui se fédéraient, qui essayaient d'avoir une approche en partenariat. On vient d'avoir quelques mots effectivement sur une gouvernance interne aux entreprises, en tout cas des axes de travail, même si c'est compliqué vu la transversalité du sujet. On s'interroge évidemment sur les aspects étatiques et interétatiques au niveau international et notamment le rapport, on va dire, avec les grands leaders technologiques qui aujourd'hui, de toute façon, nous mettent devant le fait accompli. Quand on parle de dépendance au numérique, si on évoque la société dans son ensemble, mais même les entreprises aussi dans une certaine mesure, on pense immédiatement aux GAFA, la dépendance de ce que nous proposent les GAFA dans notre vie de tous les jours, que ce soit avec les smartphones ou même les logiciels qui nous sont proposés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour améliorer finalement ce lien qu'on a avec eux dans une optique de résilience, de ne pas se mettre en situation de fragilité par rapport à notre dépendance vis-à-vis de ce qui pourrait leur arriver dans un sens ou dans un autre. Nicolas Mial, si vous voulez commencer, et Thierry Delville conclure après. Il y a quelque chose qui doit nous rassurer, je pense, qui est la centralité de la relation de confiance dans une dynamique de marché. Au bout d'un moment, pour des acteurs qui sont oligopolistiques, voire monopolistiques, la capacité à engager une relation de confiance avec leurs consommateurs, qu'ils soient directs ou indirects, même dans les marchés publicitaires, même dans les réseaux sociaux, où l'utilisateur n'est pas client mais producteur, et le client c'est la régie publicitaire, même là, il y a une relation de confiance, où nous sommes producteurs sur les réseaux sociaux. Donc même là, il y a une relation de confiance engagée, et la façon dont les grandes plateformes ont réagi au choc qui a été le leur, eu égard à ce qui semble être quand même une énorme opération psychologique de déstabilisation de la démocratie américaine
lors de la dernière campagne électorale, où on a eu dans ce cycle électoral une mobilisation d'outils numériques comme jamais auparavant. Et oui, parce que la révolution numérique, elle progresse. Le dernier cycle électoral, c'était la question de la data, la mobilisation de la data. Ce cycle électoral-là, ça a été on va dire, la question, on va dire, ce qu'on appelait avant les réseaux sociaux, qui sont maintenant des médias sociaux. Avec quand on prononce ce mot, il y a une série d'implications assez importantes. Et ce que moi, je crois détecter, c'est la volonté de ces plateformes, notamment avec les institutions européennes, avec la Commission, mais avec d'autres. Elles ont fait preuve d'une volonté de coopérer pour essayer de rééquilibrer le balancier afin qu'elles soient des outils d'information et pas de désinformation. C'est aussi important parce qu'en Europe, mais aussi aux États-Unis, la relation entre ces plateformes et le consommateur est essentielle, mais elles engagent aussi maintenant une relation qui dépasse ça entre ces plateformes et le citoyen. Donc la relation de confiance et sa centralité fait que, de mon point de vue, et j'ai l'impression qu'elles sont quand même assez ouvertes au fait de coopérer, en tout cas en matière de manipulation et d'opérations psychologiques de désinformation. Et au niveau de ce qui peut être fait, alors au niveau de l'État ou de ses émanations, il y avait notamment cette sensation aujourd'hui un peu d'impuissance parfois par rapport, ou en tout cas que c'est perçu comme ça par le grand public. Oui, probablement, si c'est perçu comme ça, c'est qu'il y a une difficulté peut-être à communiquer, à mesurer les avancées, mais alors qu'il y a des choses, il y a vraiment des travaux qui sont engagés, j'en citerai quelques-uns, mais après la vague d'attentats 2015, a été mis en place un certain nombre on a pris un certain nombre de décisions, dont celle d'aller rencontrer dans la Silicon Valley ces acteurs de l'Internet. Et on travaille depuis avec eux sur des aspects très techniques, très opérationnels dans le champ de l'enquête, dans le champ du traitement de la demande. Là où effectivement ces travaux avancent bien, c'est justement sur la compréhension respective. On est devant des acteurs qui ont découvert ce champ de la relation judiciaire, de la relation aux acteurs du renseignement, ce qui est quand même pas non plus donné à... Voilà, c'est pas forcément d'une compréhension totalement fluide pour tout à chacun. Et effectivement, nous travaillons dans une logique de retour d'informations très claires et d'objectivation, de mesures. Et c'est là-dessus que des travaux, des progrès doivent encore être accomplis. C'est un peu le sens, si vous voulez, des initiatives qui ont été prises récemment au niveau européen, particulièrement dans le cadre des travaux de l'EU Internet Forum, où la France, l'Angleterre, l'Allemagne ont pris un certain nombre d'initiatives assez perceptibles ces derniers mois, et où on demande effectivement dans un discours qu'ils entendent. Après, effectivement, il faut avancer. C'est un petit peu l'objet des actions qui sont menées aujourd'hui. Comment être en mesure de traiter rapidement les demandes, par exemple, de déréférencement, les demandes de retrait de contenu illicite, de contenu à caractère terroriste, ça va sans dire, mais il y a aussi d'autres types de contenus sur lesquels nous souhaitons avancer. Et ce travail-là, eh bien, on le fait dans le cadre d'échanges qui sont assez, je dirais, terre à terre, hein, très terrain, très direct, soit au niveau international, soit au niveau national. Et il est clair, par contre, qu'in fine, si certaines situations demeurent insatisfaisantes, que voilà, ce que disait tout à l'heure Jean-Noël, c'est qu'on évolue après dans un cadre de réglementation, voire de législation. Mais en tout cas, il faut savoir que ces actions ont permis de mesurer un certain nombre d'avancées, tout particulièrement vis-à-vis des enquêteurs. Moi, je réunis depuis que j'occupe les fonctions actuelles, et ça a été mis en place début 2015, après les premiers attentats de l'année 2015, un groupe de contact permanent avec les opérateurs. Ça se passe au ministère et ça intéresse évidemment d'autres ministères, la justice et d'autres acteurs, le secrétaire d'État numérique, etc. Donc si vous voulez, ces initiatives sont aujourd'hui maintenant suivies au niveau stratégique, au plus haut niveau de l'État. C'est vraiment des choses qui sont aussi une dynamique, qui représentent une dynamique dans la relation que nous souhaitons développer et suivre avec ces acteurs. Là où effectivement on parle des GAFA, alors c'est pas tout à fait le reflet d'ailleurs de la population et des acronymes que nous avons en face de nous. Il y en a un peu plus que 4. Ce qui est un véritable enjeu aussi, c'est l'ensemble des autres opérateurs qui gèrent des contenus tout à fait importants et clés, et qui ne sont pas forcément aussi structurés, qui n'ont pas forcément pris la dimension
que ce soit des hébergeurs de contenu vidéo, des hébergeurs d'archives numériques, etc., où là, il y a véritablement aussi une montée en gamme. Et la question, c'est comment amener l'ensemble de ces acteurs de l'Internet à le faire. Donc là, si effectivement les choses traînent, il est clair que des questions de réglementation peuvent aussi également se poser. Je vous remercie. Cette table ronde s'achève, mais je vais vous laisser peut-être chacun passer un message ou ce qui vous semble être aujourd'hui la priorité en 2018 pour faire bouger les choses, hein, pour pas être dans ce sentiment un peu trouble. On a parlé de cyberchaos au sens un peu large, mais pour être dans un mode finalement d'action par rapport à ce que vous voulez voir se réaliser dans les mois et les années à venir. Pour vous, quelle est la priorité en un mot chacun? Nicolas, je vous laisse... Moi, je suis assez inquiet sur l'incapacité des États à se coordonner et à adresser ensemble les menaces. Il y a des dynamiques qui favorisent la compétition. Et en fait, on va se dire que c'est un point de vue que j'ai et que d'autres ont. Il y a une guerre cyber qui est en train de se dérouler entre différents acteurs, entre les États-Unis et la Russie, qui est sous nos yeux, qui se passe sous nos yeux. Et aucun des éléments clés du cyberespace, notamment la problématique de l'attribution, mais d'autres, ne donne d'espoir à court terme dans notre capacité, la capacité des États à s'entendre les uns vis-à-vis des autres, au-delà de certaines mesures de création de confiance de base, typiquement sur les infrastructures critiques. Mais il y a un champ opérationnel de conflit qui est existant, qui se matérialise et qui, là, peut être assez inquiétant. On est loin du chaos, mais on est dans la guerre. Jean-Claude Laroche, le message est-il aussi positif? Oui, enfin moi si j'avais un message là, je reprendrais un peu le message du début. Je pense que pour les grandes entreprises françaises, si elles veulent voir loin devant elles, si elles veulent voir ce qui les attend en matière et ce qu'elles doivent faire en matière de cybersécurité, il faut qu'elles voient large, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles se décloisonnent. Et donc effectivement, moi j'aspire à ce qu'on crée une communauté d'acteurs de confiance, qui soient des acteurs aussi bien dans le monde des grandes entreprises et de l'administration, qui permettent d'échanger de l'information. J'ai bien entendu le fait que cette information elle doit aller dans tous les sens, y compris dans le sens remontant lorsque les entreprises sont affectées elles-mêmes par des attaques. Et ça me paraît tout à fait effectivement légitime. Jean-Noël de Galzin, un mot sur... Oui, donc moi je pense que 2018 c'est l'année du RGPD, 2019 c'est l'année de la directive Nice. On est à un moment clé de l'histoire. On est en train de passer d'un Internet où les données étaient en échange d'une fausse gratuité permettaient un certain nombre de choses et ont amené l'Internet à un premier niveau de maturité. On va rentrer dans un Internet industriel. Un nouvel Internet dans lequel la sécurité, la cybersécurité, la sécurité des données personnelles sont au cœur du sujet. On a un aspect civilisationnel qui est en jeu, où l'Europe a un vrai rôle à jouer et d'où peut imposer, entre guillemets, une forme de vision de l'Internet qui est différente de celle des pionniers de l'Internet, qui est intéressante. Donc ça va amener une nouvelle industrie et il faut l'espérer. Pour moi, les clés de la souveraineté, les clés de la sûreté, c'est aussi l'industrie et l'innovation et notre capacité à agir au niveau industriel et au niveau de l'innovation. Aujourd'hui, il y a énormément de start-up et de PME, il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'est pour ça qu'il faut être positif par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes, de personnalités, de nouvelles organisations qui sont à l'œuvre, qui sont là, qui se montent. Donc il faut travailler ensemble, il faut que tous les projets d'investissement qui viennent, par exemple les projets dans l'innovation, projets collaboratifs, il faut qu'il y ait une composante sécurité à chaque fois. Quand on crée la voiture autonome, il faut y intégrer la solution de la composante cybersécurité, la composante protection des données. Et quand on parle d'écosystème, il ne faut pas aller chercher l'écosystème systématiquement en Israël, en Inde ou dans la Silicon Valley. Il faut regarder ce qui se passe en France, dans les startups françaises, dans les ETI françaises. Il faut croire en nous. Il faut collaborer entre acteurs industriels européens, entre États européens, pour créer un marché européen. Et ensuite, il faut croire dans l'avenir. On ne réussira le security by design et le privacy by design que si on travaille en écosystème, pas en se disant qu'à chaque fois, on a l'arme du droit et de la réglementation pour rattraper le coup et être toujours en train de courir après notre destin. Là, on peut reprendre le destin en main. On mesurera
la force de l'État à peser sur les GAFA, sur les milliards qui vont tomber, qui nous sont promis par les procès à répétition, qui nous expliquent qu'on doit 1,5 milliard par là, 2 milliards par là, et ce qui arrivera finalement dans les caisses. Je constate, moi je suis dans l'IT depuis un moment, qu'on n'a jamais vu grand-chose arriver. Donc je crois que ce n'est pas la bonne arme et que la vraie arme, c'est de changer le monde. Et il faut des entrepreneurs, des grandes entreprises, l'État, et qu'on travaille tous ensemble. Thierry Dalville, le mot de la fin. Alors, 3 mots. La responsabilisation, pour répondre et rebondir sur ce que responsabilisation gouvernementale, responsabilisation induite par l'ensemble des réglementations qu'évoquait Jean-Noël Le Galzin. On voit bien qu'il y a une évolution vers la prise en charge et qui doit effectivement se traduire par des actions diplomatiques, comme vous l'évoquiez, mais également par une responsabilisation individuelle. La RGPD, le sens de la directive Nice, c'est typiquement cela. La confiance par rapport et pour rebondir sur ce qui a été dit au cours de cette table ronde, notamment ce cadre de confiance qui permet de sortir de cette spirale du masquage et de l'absence d'objectivation du phénomène, qui est un véritable sujet. Et après la confiance, l'éducation, que je déclinerai du gamin de CM2 jusqu'au président de COMEX. Merci. Général, on vous rend le micro. Il y aura peut-être des questions. Merci à Dorian Marcella. On peut les applaudir.